penser un avenir commun pour élargir nos horizons. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de Solutions Covid Expo, le salon qui permet aux dirigeants de constituer leur boîte à outils de la reprise. Alors, pour cette émission, nous allons traiter un sujet, comme les autres, particulièrement important, mais avec une touche en plus. On va parler d'innovation et on va parler de résilience. Alors, PME, résilience et innovation comme voie de survie et de transformation, tel va être le sujet de cette émission. Et pour le traiter, j'ai avec moi deux invités exceptionnels. J'ai Zouhair Lekhdissi. Zouhair Lekhdissi, vous êtes CEO de Dial Technologies. Vous êtes Management Board Member de la World Summit, du World Summit Award. Et vous êtes membre du bureau de l'APB, responsable de l'axe Digital for All. Bienvenue, Zouhair. Merci de nous accompagner. Merci beaucoup, Hicham, pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous et j'espère qu'on aura de bonnes idées pour les PME marocaines. J'en suis convaincu. Nous avons également avec nous Hamza Rahmani. Hamza Rahmani, vous êtes Associate Partner de Grow and Shine Consulting. Vous êtes un expert de la créativité et de l'innovation. Vous accompagnez les entreprises à mettre en place une démarche d'agilité, une démarche créative. Bienvenue, c'est Hamza. Merci, c'est Hicham. Ravi d'être avec vous, avec Zouhair, et j'espère qu'on apportera des outils en plus à la boîte des dirigeants. J'en suis convaincu également. Alors, c'est Hamza, je vais commencer par vous. Est-ce que vous pourriez nous donner une brève présentation de Grow and Shine avant d'entamer notre sujet? Très bien, merci. Donc, Grow and Shine est un cabinet qui opère depuis 2018, donc dans deux métiers ou bien dans deux zones d'expertise, à savoir la créativité et la gamification. Donc, sur le volet créativité, notre valeur ajoutée, c'est vraiment accompagner les entreprises dans un processus de création ou d'innovation, d'accord, à travers des outils de créativité. La gamification est plus une philosophie dans le développement de nos solutions, parce que on se rend compte que pour adresser des solutions, des problématiques complexes, il est important de mettre du fun, de mettre du plaisir pour vraiment engager les collaborateurs et avoir de l'impact. Alors, dans cette émission, on va parler de résilience et d'innovation. Et ce sont des termes qui sont beaucoup revenus. Surtout pendant cette période-là. On passe par une période un peu particulière, comme on le dit, 3 ou 4 mois de confinement, quelques mois aussi un peu particuliers. Finalement, pour vous, c'est quoi la résilience et c'est quoi l'innovation? Quand on parle, ce n'est pas forcément une définition de dictionnaire, mais pour vous, en tant que professionnel, quand on vous parle de résilience et d'innovation, qu'est-ce que cela vous dit? Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Oui, alors la résilience, c'est un peu similaire à l'instinct de survie. Donc, quand on est et naturellement, le corps est fait pour avoir des réactions en situation de danger, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire en entreprise. Donc, c'est vraiment la capacité de l'entreprise à rebondir face à des chocs. Et des chocs, ça peut venir évidemment de différents endroits, soit du marché, soit des normes, soit de paramètres politiques ou sociaux. Donc, c'est des facteurs exogènes ou bien des facteurs internes liés au fonctionnement de l'entreprise, liés à son métier. Pour ce qui est de l'innovation, c'est la capacité à se renouveler. Et c'est vraiment, pour moi, la finalité d'un processus d'innovation. C'est pas réellement le produit ou bien le résultat qu'on a sorti à la fin d'un workshop ou à la fin d'une réflexion, mais vraiment l'état d'esprit dans lequel on est et on s'inscrit. Et c'est ce qui permet d'être constamment en mode d'innovation. Et je rajouterais que, pour démystifier un petit peu la notion d'innovation, quand on pense innovation, on pense à quelque chose de gros, un gros investissement, d'important, de lourd, de complexe. Ce n'est pas forcément toujours le cas. Merci beaucoup, Si Hamza. On va revenir vers vous dans un instant. Zouhair Lekhdissi, donc CEO de Dial Technologies, est-ce que vous pourriez nous présenter déjà Dial Technologies, peut-être même un mot sur le World Summit Award et sur l'APB aussi, quelle est l'actualité? Très bien, merci beaucoup Hicham. Donc Dial Technologies est une
entreprise dans la spécialité et la transformation digitale. Donc, on travaille depuis à peu près 20 ans sur le marché marocain, mais aussi, en fait, on a aussi aujourd'hui une filiale à Dubaï et une autre en Belgique. Et donc, on opère sur les marchés africains, Moyen-Orient, donc asiatique, Moyen-Orient et européen, dans des domaines relatifs à la transformation digitale et à l'innovation. En résumé, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne nos clients pour les aider à se digitaliser, à innover digitalement, à travers toutes les technologies qu'on connaît maintenant, donc l'intelligence artificielle, les chatbots, l'Internet des objets, le big data, etc. Et la mobilité aussi. Donc voilà un peu ce qu'on fait. Et en fait, on est d'une certaine manière une sorte d'innovation lab, on va dire outsourcé. Donc on essaie d'une certaine manière d'apporter une touche innovation de manière outsourcée à un certain nombre de nos clients entreprises, en essayant de travailler de manière justement agile, nouvelle, avec des nouveaux process, etc., pour les aider à sortir de nouvelles idées, de nouveaux produits et de nouvelles solutions. Le World Summit Awards, c'est une initiative que j'ai rejointe il y a quelques années. C'est une initiative mondiale qui est issue des Nations Unies et qui encourage en fait l'innovation dans le domaine digital pour répondre à des besoins, ou en tout cas aux objectifs des Nations Unies, aux SDG, donc les objectifs de développement des Nations Unies. Et en fait, moi je fais partie du board de l'initiative et je suis aussi expert pour le Maroc. Donc je sélectionne les entreprises qui représentent le Maroc sur 8 catégories dans le domaine de l'innovation digitale. Et ces entreprises participent à un concours mondial avec à la fin un sommet mondial qui est organisé une fois par an, donc qui a été organisé l'année dernière en Autriche. Voilà, donc les autres casquettes, je suis également donc, effectivement membre du bureau de l'APBI. L'APBI aujourd'hui, c'est la fédération qui regroupe les acteurs des technologies de l'information. Et donc à ce titre, ce qu'on fait, c'est que on a un certain nombre d'axes de travail. Et moi, je m'occupe d'un axe qui s'appelle Digital for All, dont l'objectif, en fait, c'est d'accompagner les différents secteurs économiques et les différentes régions dans leur processus de transformation digitale. Et donc, on essaie d'apporter les bonnes solutions et les bons acteurs qui peuvent accompagner aussi bien des PME, des grands groupes que des TPE dans leur processus de digitalisation. Alors, on a entendu Hamza Rahmani, oui. Quand on a posé la question sur la résilience et sur l'innovation. Pour lui, ce qui revient en premier, c'est l'instinct de survie pour la résilience, et puis c'est la capacité à se transformer pour l'innovation. Quel est votre regard à vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec Hamza Rahmani? Est-ce que vous avez un autre regard par rapport à ces deux mots-là qu'on a tellement répétés pendant cette période-là? Je suis parfaitement aligné avec Hamza sur le fond, c'est-à-dire que en fait l'innovation, c'est cette capacité continue à se réinventer. Alors moi, ce que j'ai parlé dans des articles que j'ai partagés dernièrement, j'ai parlé du 4R, du dogme du 4R. Et les 4R, c'est quoi? C'est d'abord, dans une crise, il faut d'abord faire de la remédiation, donc résoudre les problèmes immédiats. Et donc toute entreprise doit passer par ça. C'est ce que la majorité des entreprises ont fait en adoptant le télétravail, pour résoudre les problématiques immédiates, en essayant de gérer la partie, on va dire, supply chain de manière différente. Deuxième étape, c'est l'étape justement de résilience. Donc passer à une étape où on essaie de survivre fondamentalement avec des changements fondamentaux sur le comportement des clients, sur le pouvoir d'achat, etc. Et je pense que c'est l'étape aujourd'hui dans laquelle la majorité des entreprises sont aujourd'hui. Puis passer à la troisième étape qui est la réforme. Et donc là, on a besoin de réformer de manière profonde ce qu'on fait et comment on le fait. Donc les processus internes, la culture interne, etc. Pour terminer avec la réinvention de l'entreprise. Et donc c'est là où on est dans l'innovation, on va dire, dans ce qu'elle a de plus beau et de plus utile. C'est vraiment passer à l'étape où on réinvente la manière avec laquelle on fait le business. Et je pense que de toute façon, il faut passer, à mon sens, par ces étapes. On est quelque part amené à le faire. Maintenant, la seule chose qui est importante, c'est de garder fondamentalement dans tout ça quelque chose qui est, à mon sens, importante, c'est l'instinct de survie, comme tu l'as dit, James, c'est-à-dire que il faut qu'une entreprise ait quelque chose qui la motive à changer.
Et la seule chose qui peut motiver de manière fondamentale quelqu'un à changer, c'est vraiment le fait d'être en face, de survivre, d'être en face de menaces. Je pense que c'est là aujourd'hui l'enjeu. Est-ce que nos entreprises vont garder cet instinct de survie sur les prochains mois? Est-ce qu'on va revenir au business as usual, ou est-ce qu'on va devenir est-ce qu'on va réinventer une nouvelle forme une nouvelle façon d'opérer, de collaborer? C'est ce qu'on appelle maintenant, de manière un peu plus générique, de new normal. Voilà. Alors vous êtes acteur, mais vous êtes aussi un observateur de la scène économique marocaine, de par les responsabilités que vous avez. Comment les PME, et plus particulièrement les PME technologiques peut-être, ont vécu cette période? Je parle bien sûr des PME marocaines. Quelles ont été les réactions? Comment ça s'est passé? Quelles ont été les premières réactions? Est-ce que vous pensez qu'elles ont été dans une forme de résilience et dans une démarche d'innovation dans la majorité? Ou est-ce que on a plus été dans une démarche de se cacher et puis d'attendre le prochain coup? Alors, moi j'ai tendance à dire que les PME, et notamment dans le domaine technologique, mais je pense que c'est valable pour les PME de manière générale, ils sont fortement liés à la personnalité de leurs dirigeants. Donc on a vu de tout. Et c'est selon le dirigeant qu'on a vu des réactions différentes. Donc, on a eu des gens qui étaient submergés par la peur, par l'angoisse, par le questionnement, etc. Et donc ils sont restés pendant un certain moment immobiles face à la crise, en attendant soit des aides, soit des subventions ou des solutions qui viennent d'ailleurs. On a vu aussi des PME qui ont été capables d'innover, d'aller vraiment de l'avant, de partir vers des solutions. J'ai constaté pas mal de PME dont le fondement, dans les moments de crise, ils se sont proposés pour être solidaires avec d'autres PME. Ils ont proposé des solutions de manière gratuite pour accompagner d'autres acteurs. Et en faisant ça, ça leur a permis aussi je veux dire, d'une certaine manière, de gagner en stature et d'avoir potentiellement aussi d'autres clients, des clients, etc. Donc, moi, je pense que, de manière générale, la PME dépend de la personnalité du dirigeant. Maintenant, je ne vais pas être pessimiste en disant qu'au Maroc, on n'a pas une culture de risque qui est très forte, c'est-à-dire on n'a pas une appétence pour le risque et pour la prise de risque. Donc, on s'est comporté comme on se comporte de manière, je veux dire, générale, en bon père de famille. Donc, la majorité des PME se sont comportées en essayant de gérer au mieux le business pour faire en sorte qu'ils avancent. Certains sont allés dans l'extrême de licencier à tort et à travers. Des gens ont profité aussi de la crise, il faut le dire. Mais je pense que la majorité quand même des PME ont eu une attitude du moins, on va dire, positive, sinon anticipative et courageuse dans le contexte de la crise. Merci Zuhair, je reviens vers vous. On parle d'entreprise, on parle de recrutement, enfin pas de recrutement et de licenciement et de management d'une manière globale. Si Hamza, quand on parle de management, est-ce qu'on peut faire le lien avec la résilience et l'innovation finalement? C'est-à-dire qu'est-ce que la résilience et l'innovation impliquent du point de vue managérial et ressources humaines aussi, la gestion des ressources humaines. Je rappelle que vous êtes aussi un expert en ressources humaines. Vous avez une belle carrière dans le domaine. Alors, comment les choses se font? Voilà, quel rapport il y a un peu entre les deux? Je crois que le rôle du management est primordial, évidemment, en temps de crise, dans le sens où il doit jouer sur deux éléments, à savoir la pédagogie, pour expliquer évidemment en quoi la crise que vit l'entreprise, que ce soit Covid ou avant Covid ou après Covid, mais de manière générale, en quoi cette crise nécessite un changement dans la façon de faire de l'entreprise, dans sa culture interne, dans son mode de fonctionnement et de gestion. Donc il y a un travail de pédagogie à faire et un travail aussi de communication engageante, parce que il y a de la communication informative. On va dire ok, très bien, on a fait une croissance négative cette année, donc voilà, on va passer par une réorganisation, des synergies, etc. Mais il y a une communication, un style de communication plus engageant à adopter. Et quand je dis plus engageant, c'est-à-dire qui permet justement aux collaborateurs
de s'exprimer, d'exprimer leurs craintes, d'exprimer leurs idées. Il se peut qu'il y ait des idées intéressantes qui remontent du terrain. Et aussi de leur donner le sentiment qu'ils sont écoutés, aussi, et qui partagent eux aussi la vie de l'entreprise, parce que finalement on passe 10-12 heures par jour au bureau, plus de temps au bureau qu'avec nos proches, donc forcément c'est une famille à part entière. Donc Alors, tous c'est-à-dire que quand on a cette approche-là, on peut demander donc aux équipes, on peut engager en fait les équipes à contribuer un petit peu dans cette dynamique de résilience et d'innovation pour une entreprise. Est-ce que c'est Tout à fait. Je pense que ça permet d'arriver à 2-3 objectifs. Un, c'est de mettre des mots qui sont partagés sur les problématiques auxquelles l'entreprise fait face. D'accord? C'est-à-dire que voilà, tous ensemble, c'est pas que les mots du dirigeant ou du patron, mais les gens vont s'approprier aussi le message en tout cas l'analyse que fait le top management par rapport à la situation de l'entreprise. Deuxième chose, c'est évidemment tout simplement impliquer les collaborateurs dans ce que l'entreprise vit comme situation, d'accord. Et 3, c'est de construire déjà un terrain fertile au futur. Et au devenir de l'entreprise. Donc on va parler aussi, on parle d'innovation, il faut déjà qu'il y ait un terrain fertile à ça. Alors merci Hamza. Zuhair, alors je vous pose aussi la question, l'innovation finalement c'est la responsabilité de qui en entreprise? Est-ce que c'est le dirigeant? Est-ce que c'est la production? C'est le marketing? C'est qui est responsable de l'innovation? Encore une fois, moi je parle sous le contrôle d'Elsa Hamza. Moi je suis pas un spécialiste de l'organisation, mais je pense que fondamentalement, d'abord, encore une fois, en période de crise, on a besoin justement d'innovation. C'est à ce moment-là où il y a des opportunités, et c'est à ce moment-là où les gens doivent se réinventer. Je pense que ça ne peut se faire qu'à partir du moment où il y a une décision au plus haut niveau qui est faite par l'entreprise. Et je pense que d'abord, c'est une décision de construire une culture d'innovation. Une culture d'innovation, c'est une culture qui est basée sur, en tout cas pour moi, sur 4 grandes valeurs fondamentales qui doivent être des valeurs non seulement, partagées par les collaborateurs dans une entreprise, mais aussi des valeurs sociétales, parce que il en va aussi de notre survie en tant que pays. C'est des valeurs de confiance d'abord, parce que s'il n'y a pas la confiance, les gens ne vont pas collaborer entre eux et on ne peut pas faire d'innovation s'il n'y a pas de collaboration. Donc il faut construire une société de confiance. Une société de collaboration, justement, c'est-à-dire une société qui est capable de mettre des gens autour d'une table pour travailler sur un sujet, pour travailler sur une solution, pour travailler sur une réponse. Et plus c'est fait par les collaborateurs eux-mêmes et non pas par le management, plus ça vient du bottom et non pas du top, mieux c'est, parce que ça permet justement de répondre à des vraies problématiques qui sont réellement, rencontrées par les gens, par les clients, par les gens qui sont directement en lien avec les clients. Troisièmement, il faut que cette innovation, en tout cas cette culture, soit fondamentalement centrée sur la solidarité. Je pense que là aussi, en moment de crise, c'est important que cette culture de solidarité soit inscrite comme étant un élément fondamental de l'entreprise. Si les collaborateurs sentent que le chef d'entreprise ou le chef de la PME, il n'en a que pour sa peau et il essaie de sauver au maximum les meubles pour que lui soit profitable, forcément, ils vont faire de même et il n'y aura pas de vraie culture qui va faire en sorte que l'entreprise va se réinventer. Et je termine par le point qui me paraît aussi important, c'est le point de création de valeur. Je pense que rien ne peut se faire, à mon sens, justement dans une logique d'innovation, si l'entreprise n'a pas changé de manière de faire pour être dans la création de valeur et non pas dans... on a malheureusement au Maroc un tissu économique qui est beaucoup basé sur la rente et l'intermédiation. Donc il y a fondamentalement, ces 2 créneaux qui sont les créneaux qui rapportent le plus et qui sont les moins risqués. Maintenant, si on n'arrive pas à créer une autre façon de faire du business qui est basée sur la création de la valeur, sur la profondeur, sur la recherche, sur justement l'innovation, je pense que ça va être difficile justement de passer ce cap. Donc, pour revenir à la question, Hicham, je pense que c'est la responsabilité de tous.
Mais s'il y a quelqu'un qui a à prendre la responsabilité sur ce sujet, c'est le top management. Et c'est pas une question anecdotique ou accessoire. C'est vraiment une question aujourd'hui de survie. Il va y avoir des entreprises, il faut le savoir, il va y avoir des entreprises qui vont mourir, il va y avoir des entreprises qui vont se créer, il va y avoir des entreprises qui vont s'enrichir, il va y avoir des entreprises qui vont s'appauvrir dans cette crise. Donc, à nous de choisir. C'est vraiment une sélection naturelle. Voilà, c'est une sélection naturelle. Je pense que dans la sélection naturelle, tu as bien fait d'évoquer la sélection naturelle, parce que finalement, celui qui reste, c'est celui qui est le plus capable de s'adapter, le plus capable de se réinventer. C'est le principe lui-même, justement, de la sélection naturelle, c'est que c'est pas le plus fort, c'est pas le plus intelligent, c'est celui qui est le plus capable de s'adapter. Et je pense que les entreprises, les PME qui vont être les plus capables de se réinventer et de s'adapter à cette crise vont gagner. Je vais juste donner deux exemples, un exemple au Maroc et un exemple à l'international. Au Maroc, on a vu comment des entreprises qui faisaient du textile se sont transformées du jour au lendemain pour faire des masques. Et il y a eu le constat aujourd'hui que le Maroc est devenu un des principaux exportateurs mondiaux de masques. Il a exporté partout dans le monde grâce à une vraie culture d'adaptation et d'agilité. Et ça, c'est fondamental dans l'innovation. Et je vais donner un exemple aux États-Unis où des hôtels qui n'avaient pratiquement aucun client se sont convertis pour proposer des heures de travail en télétravail pour des collaborateurs qui avaient besoin de calme et d'environnement d'un environnement favorable pour travailler. Donc, comment des gens, dans une crise, arrivent à proposer des produits et à survivre en faisant les bons choix en termes En fait, il y a deux choses là. Merci infiniment, Zouhair. Mais c'est vrai que quand on voit un peu ce qu'on arrive à faire en faisant comme ça des coups d'éclat, donc on devient très rapidement, on fait partie maintenant du club des pays qui exportent le plus de masques dans le monde. Et puis, en quelques semaines, on arrive à sortir un respirateur fabriqué au Maroc, un respirateur marocain. On va parler de ce sujet parce que je pense que vous avez contribué aussi au projet d'une manière importante. Pas le respirateur, mais on a travaillé sur d'autres sujets. Ou sur d'autres sujets. Mais mon idée, c'est quoi? C'est que si on est capable de faire des choses comme ça, exceptionnelles, et faire des coups d'éclat comme ça, qu'est-ce qu'il nous faut pour installer cela d'une manière durable, d'une manière efficace, c'est-à-dire ne pas avoir cette culture-là en dents de scie où on va faire quelque chose d'extraordinaire et puis on ne va rien faire pendant très longtemps et puis on va être dans l'instinct de survie et donc résilience oblige, on va ressortir encore quelque chose d'exceptionnel. Est-ce qu'on peut installer, qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qui nous manque pour installer une culture de l'innovation permanente et durable, parce que finalement on peut être très bon de temps en temps, mais il est peut-être plus efficace et plus fiable dans la durée, d'être bon dans la durée, d'être tout le temps bon. D'être même moyen dans la durée. Au même moyen dans la durée. On est capable de faire des choses extraordinaires. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire des choses bien tout le temps? Qu'est-ce qui nous manque? Franchement, c'est la question qui est posée, pas aux chefs d'entreprise uniquement, mais à la société de manière générale. Je pense qu'on a besoin, en tant que société, de s'organiser pour passer des effets de mode. Moi, c'est quelque chose que je répète, on vient d'en discuter avec Hamza, c'est aujourd'hui, dans un monde qui est dominé par l'intelligence artificielle, je pense qu'on est très artificiel et très peu intelligent. Je pense qu'on a besoin d'être un peu plus intelligent, un peu moins artificiel et superficiel. Je pense que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est effectivement une culture de profondeur. On dit donc on a dans nos principes justement les les anciens avaient trouvé ça. Maintenant, nous dans notre réel, je pense que les entreprises doivent sortir, et ça je vais parler des entreprises, mais je peux parler aussi de manière structurelle. Les entreprises doivent sortir des logiques des petits coups ou des l'hemza ou l'houta ou comment on les appelle aujourd'hui dans la culture populaire, à des logiques qu'on essaie de construire de manière un peu plus durable et un peu plus sur le long terme. Je pense que d'une certaine manière c'est faisable. Je pense que ce qu'on a vu effectivement dans cette crise, c'est une vraie capacité à développer des choses de manière très rapide, de manière très agile, pourvu justement que ça soit que d'un côté, et c'est ça encore une fois, ça rejoint la logique de collaboration, pourvu que des entreprises et l'État
se mettent ensemble pour essayer de créer de la valeur. Parce que je pense qu'il en va de cette... Moi, en tout cas, j'avais participé à de projets, je peux en parler. J'ai participé à un projet qui est l'application, on va dire, Stop Covid marocaine, qui s'appelle Waqaïtna. Et en fait, ce que j'ai vu dans ce projet, c'est une vraie culture de confiance, c'est une culture de collaboration. Il y a une quarantaine de personnes qui ont travaillé pendant 2 mois, jour et nuit, sans se voir, sans se connaître, sans signer de contrat ou d'accord ou de quoi que ce soit. Ça s'est fait donc dans la confiance, dans la collaboration, avec beaucoup de création de valeur, avec beaucoup de logique et de solidarité. Et ça a permis de sortir. On est sorti avec une application de ce type avant la France, avant la Grande-Bretagne, avant l'Allemagne. Donc quand on veut, quand on a cette le miracle marocain, on arrive à faire des choses. On arrive à faire des choses. Et j'ai aussi vu ça dans un autre contexte, qui est le contexte du masque intelligent, sur lequel il y a une équipe qui a travaillé, et j'ai fait partie des gens qui ont travaillé sur ce sujet. Et ça a été même cité par une sommité française qui est Jacques Attali, qui a tweeté autour de ce masque en disant, alors qu'en France on n'arrive pas à trouver des masques normaux, au Maroc on invente des masques intelligents. Donc ça veut dire que les capacités et les compétences sont là. Il faut qu'on ait un système qui les valorise. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question aussi de structure et de système. Et c'est ça ce qu'il faut construire. C'est-à-dire aujourd'hui, juste pour vous donner un exemple, sur le plan juste économique, je ne suis pas un expert économique, mais je vais vous dire juste mon avis. Aujourd'hui, si quelqu'un qui fait de l'intermédiation, il gagne autant et il est taxé de la même façon que quelqu'un qui fait de l'innovation. Comment vous voulez que les gens innovent au Maroc ? C'est-à-dire, aujourd'hui, le capital, par nature, il est lâche. Il va partir là où c'est plus facile, c'est moins risqué et où il y a de l'argent. Donc, vous avez quelqu'un qui a du capital. Entre le fait de fabriquer des masques au Maroc et les ramener de Turquie ou de Chine, la question n'est même pas posée. Il va gagner plus de marge, avoir moins de risques et être taxé au même niveau que s'il les fabrique ici. Pourquoi il va installer une usine pour fabriquer ça ici ? Donc, bon, là, aujourd'hui, on n'avait pas la solution parce qu'on ne pouvait pas importer ça de Chine ou de Turquie parce qu'il y avait un Du coup, on a réussi à tout faire. Mais par contre, je pense qu'il y a des solutions. Je termine sur ça. Je sais que j'ai pris Adam, mais en fait, pour moi, il faut qu'il y ait des mécanismes, aussi bien sur le plan légal, fiscal, d'environnement des affaires, qui permettent justement de favoriser les PME qui créent de la valeur localement, qui arrivent à innover. Il y a le crédit impôt recherche, mais il y a aussi d'autres solutions. Il faut que la taxation, que l'IS soit, à mon avis, différenciée en fonction de la nature de l'activité et de la nature de création de valeur. Une entreprise qui fait de la R&D ne devrait pas logiquement être autant taxée qu'une entreprise qui importe le même produit et qui le distribue. Est-ce que ces messages sont portés au niveau public ? En tout cas, nous, je parle dans le domaine digital, parce que je fais partie des organisations de l'APBI, mais aussi de Maroc Climat Cluster. Je suis vice-président de Maroc Climat Cluster. Dans les 2 organisations, on est en train de travailler sur ça, justement, pour porter ce message, pour dire aujourd'hui, il faut qu'on arrive à construire une industrie locale dans tous les domaines, mais notamment dans le domaine technologique. Et ça ne peut se faire qu'à partir du moment où, d'un côté, l'État, les grandes entreprises et les petites entreprises se réunissent ensemble pour essayer de co-construire ce Maroc qu'on souhaite, donc un Maroc où on crée de la valeur, on innove et on avance ensemble. Merci Zoé. Je vais revenir vers vous dans un instant parce qu'il faudra qu'on parle de PME et c'est aussi le thème de cette émission. Hamza Rahmani, quels sont les ingrédients qu'il faut réunir pour mettre en place une démarche d'innovation? C'est un peu comme pour faire un bon gâteau, il faut les ingrédients et il faut la démarche. Voilà, c'est ça la recette. Donc voilà, on va commencer par les ingrédients, après on va passer au mode d'emploi. Quels sont les... je commencerai par le mode d'emploi parce que c'est assez simple, il n'y a pas de mode d'emploi. D'accord, comme ça c'est réglé. Okay. Comme ça c'est réglé. Par contre, les ingrédients, il y en a pas mal. Et je pense, comme l'a cité Zouhair, le premier ingrédient, c'est la culture de la confiance et la culture participative. L'innovation, en tout cas, si on fait le parallèle avec un artiste, il est toujours en recherche de reconnaissance et il a besoin aussi d'un espace pour exprimer sa créativité. Donc si on fait le parallèle avec l'entreprise, voilà, c'est la confiance et donner aussi l'espace
pour exprimer les idées des collaborateurs. Je reviens encore une fois sur la notion de pédagogie et de communication, donc la posture du top management en termes de pédagogie et de communication, pour expliquer surtout les constats qui sont faits par les dirigeants de l'entreprise. Donc à un moment donné, avant d'entamer une démarche d'innovation, il faut déjà faire un constat. Donc, quelles sont les choses qui remontent, que ce soit des clients, des consommateurs, du terrain, du fonctionnement de l'entreprise à travers... Donc avoir un esprit d'analyse et d'observation. Voilà. Exactement, c'est d'avoir des systèmes de mesure, par exemple, qui permettent d'évaluer si la performance de l'entreprise est en phase avec la vision qui a été définie par le top management. Et troisième étape, c'est aussi de faire un état des lieux sur les paramètres exogènes. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de marché qui change très rapidement. Avec les technologies de l'information, on peut avoir des concurrents qui ne viennent pas forcément du secteur naturel. Hein. Si on prend par exemple le secteur des agences de voyage qui aurait dit que le web serait un canal de vente qui aujourd'hui serait le canal de vente privilégié par le consommateur finalement. Par le consommateur. Donc vous voyez, il y a une vitesse d'évolution qui est drivée par la technologie, qui fait que voilà, toute vision sur 3 à 5 ans a besoin d'être revisitée beaucoup plus régulièrement qu'il y a quelques années. Donc, pour résumer, c'est un aspect de culture d'entreprise pour installer l'état d'esprit d'une innovation continue. C'est faire un état des lieux interne sur les modes opératoires de l'entreprise, s'ils sont performants, s'ils sont en phase avec les attentes des clients, s'ils sont aussi efficaces en termes de coûts, en termes de délai, en termes de qualité. Et 3, c'est continuellement faire une évaluation de l'environnement externe pour voir les évolutions de son environnement externe, que ce soit politique, économique, réglementaire, concurrentiel. Et en termes de démarche, alors il est certain qu'il n'y a pas de démarche type valable pour toutes les entreprises, mais concrètement, moi je suis dirigeant d'entreprise, je viens vous voir parce que j'estime qu'il y a du potentiel dans mon écosystème, dans mon métier, dans les ressources ou dans la richesse humaine, comme diraient mes amis de la chef, dans les personnes qui sont en entreprise, et je souhaite mettre en place une démarche d'innovation. Alors, quelles sont les étapes ou quels sont les outils qu'il peut y avoir? C'est-à-dire, est-ce que mettre en place des workshops qui permettent de stimuler un peu cette créativité utile pour l'innovation, ou qui permettent ne serait-ce que d'avoir de la concertation entre les acteurs? Comment est-ce que ça se met en place? Effectivement, sur la démarche, on peut aller de l'idée la plus simple, à savoir une boîte à idées, comme on peut, comme un point de démarrage, comme on peut aller bien sûr dans des démarches beaucoup plus laborieuses avec des comités d'innovation, un manager, un innovation manager qui va piloter de manière transverse toutes les idées qui remontent, etc., etc. Mais encore une fois, pour moi, en tout cas, la première étape étant de savoir où est-ce qu'on veut aller. D'accord ? Donc, si on fait aujourd'hui un état des lieux de l'entreprise, c'est de dire, OK, où est-ce qu'on veut aller d'un point de vue marché, d'un point de vue produit, d'un point de vue expertise, dépendamment bien sûr des secteurs, et d'un point de vue valeur ajoutée pour le client final, pour l'utilisateur du produit ou du service. Et après, avec quelle est la culture nécessaire à mettre en place pour justement aller vers cet objectif-là. Et encore une fois, on revient toujours à la notion de culture et d'état d'esprit. Ensuite, c'est réfléchir justement au modèle de gouvernance de ce système d'innovation ou de cette démarche d'innovation, notamment par exemple en identifiant des collaborateurs en interne
qui ont peut-être une certaine crédibilité, qui sont reconnus pour leur expertise, qui ont un leadership naturel et une capacité de faire adhérer le collectif autour. Ça peut être bien sûr naturellement le patron de l'entreprise, comme ça peut être quelqu'un d'autre. Dans certaines entreprises, c'est la fonction RH qui prenait ce rôle de fédérateur, de dynamiseur en tout cas du système, d'animateur du système. Donc voilà, donc on a déjà les acteurs clés, et ensuite c'est de définir de manière beaucoup plus détaillée le mode de gouvernance. Donc comme on a dit, est-ce qu'on veut mettre en place un comité de pilotage des innovations, comment ce comité va fonctionner, quels sont les inputs, de quelle nature les inputs qui vont remonter des équipes. Est-ce qu'on veut responsabiliser davantage les équipes dans le cadre en encourageant l'esprit d'initiative, en mettant en place un cadre aussi pour les collaborateurs pour exprimer leurs idées. Ça peut être directement avec leur manager, ça peut être dans le cadre de comités de projet. Donc en fait, selon la taille de l'entreprise, selon le secteur, la culture, exactement. On peut avoir des démarches différentes, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un vrai management de l'innovation à mettre en place, en fait. Il y a une gouvernance à mettre en place au niveau de une mécanique simple, comme ça peut être une mécanique beaucoup plus laborieuse. Et je rajouterai aussi, très brièvement, que dépendamment aussi des secteurs, si on prend par exemple dans le secteur médical, on parle d'une crise sanitaire, le processus d'innovation est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a de la réglementation, il y a un processus de validation, etc. Contrairement par exemple à d'autres secteurs où c'est moins réglementé, où c'est moins normé. Mais merci Hamza. Joël, quand on parle d'innovation, souvent on pense à l'innovation de disruption. Souvent, on va penser à la R&D dans de grands laboratoires, dans de grandes multinationales. C'est l'apanage des grandes structures. Mais finalement, est-ce que parce que au niveau du paysage économique marocain, on a 95% de PME, peut-être même plus que ça. Est-ce qu'on doit attendre que l'innovation vienne uniquement de très grandes structures, ou est-ce que la PME a également droit à l'innovation? Est-ce qu'elle a la capacité d'innover? Est-ce qu'elle a même le devoir finalement de contribuer à cet effort national d'innover chacun à son niveau pour créer de la valeur? Encourager la solidarité pour connecter toutes les énergies. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa. C'est une excellente question. Moi, je pense qu'il y a un vrai... D'abord, moi, je considère qu'au Maroc, je ne pense pas que l'innovation va venir des grands groupes. C'est ma conviction. Je pense à quelques exceptions près. La majorité de l'innovation va venir d'abord des PME parce qu'on n'a pas un tissu de grands groupes qui sont, on va dire, dans une dynamique mondiale de production. Je veux dire, encore une fois, à part une ou deux exceptions, la majorité sont plutôt des grands groupes rentiers, c'est-à-dire qui ont aujourd'hui une sorte de protection dans un environnement réglementé, etc. Et ces groupes, généralement, sont les moins, on va dire, encouragés, de par leur nature, de par la nature de leur business, à partir très loin dans l'innovation. Parce qu'ils sont dans des business protégés, donc généralement, c'est plus facile. Moi, je pense que l'innovation doit d'abord se reposer sur les PME. Il y a peut-être à un certain moment un choix qui a été... En tout cas, moi je pense qu'il faudra essayer de réfléchir à plutôt des champions nationaux dans le domaine de la PME. La PME est mieux outillée, contrairement à ce qu'on pense, mieux outillée pour innover que les grands groupes, ne serait-ce que sur le plan culturel. Parce que la PME, par nature, elle est agile, par nature, par la force des choses, elle est moins dans la logique d'organisation et de structure qui s'impose à l'humain que l'inverse. Donc, elle est, sur le plan culturel, plus facilement, on va dire, adaptable à une culture d'innovation qu'un grand groupe. Un grand groupe, en tout cas, moi, dans le cadre de plusieurs missions, j'ai accompagné des grands groupes. C'est très compliqué de changer fondamentalement la culture d'un grand groupe. Ça peut prendre des années, voire des dizaines d'années, parce que il y a une force de la structure, il y a une force du process, il y a une force... Et l'humain n'est pas au centre. L'humain collaborateur, l'humain client ne sont pas au centre forcément des préoccupations. Donc, moi, je pense qu'au contraire, la PME, à la base,
que ce soit sur le plan culturel ou sur le plan de la, je veux dire, de la nature de travail, elle est apte à se réinventer, à changer, etc. Maintenant, pour qu'elle puisse le faire, généralement, on considère d'abord que l'innovation, c'est toujours inaccessible. D'abord, moi, je pense qu'il faut juste se mettre en tête un truc. L'innovation est une question aujourd'hui de survie. Comme a dit Serhamza tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec lui, le danger ne vient pas d'ici. Ce Covid n'est qu'un révélateur et un accélérateur de certaines choses qui allaient de toute façon venir. Ce qui va venir très prochainement, enfin dans les prochains mois, prochaines années, c'est une concurrence énorme des acteurs Internet. On l'a vu dans le domaine de l'hôtellerie. Booking aujourd'hui, même au Maroc, quand on veut réserver un hôtel, on le réserve via des plateformes. On l'a vu dans Airbnb aussi. On l'a vu dans les taxis. Donc, contrairement à ce qu'on pense, c'est la PME aujourd'hui qui peut être de manière très forte impactée par ce qui est en train de se passer ailleurs. Si je prends par exemple aujourd'hui le métier des agences de voyage, c'est un métier qui est en vraie difficulté aujourd'hui en termes d'existence, de sens. De raison d'être. Et de raison d'être, exactement. La même question se pose pour les courtiers d'assurance. Très prochainement, on va avoir la même problématique pour les courtiers d'assurance. On va avoir la même problématique pour un certain nombre d'acteurs économiques dans la PME. Donc, si la PME ne se réinvente pas, elle va avoir du mal à pouvoir... Bon, au-delà de ces innovations de rupture qui permettent de faire de la désintermédiation, parce qu'on a beaucoup de PME qui font de l'intermédiation, dont le métier est basé sur l'intermédiation. Un courtier d'assurance, c'est un intermédiaire. Une agence de voyage, c'est un intermédiaire. Donc, tous les métiers qui sont dans l'intermédiation, ils vont se transformer fondamentalement. Tous les métiers qui utilisent l'humain, ou en tout cas l'effort répétitif humain, ils vont se transformer avec l'intelligence artificielle. Donc, dans quelques années, on va se retrouver avec une suite de PME qui représente, comme tu l'as dit, 95%, qui va être complètement dévastée par les conséquences de ce qu'on est en train de vivre et ce qu'on va vivre dans les prochaines années. Donc, c'est pas une question, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le terme innovation, dans la tête d'un dirigeant de PME, c'est un truc, je veux dire, c'est la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, ça doit être une question de survie. Et encore une fois, on ne demande pas à la PME de partir faire des travaux de recherche sur des années, etc. Mais elle peut réinventer la manière avec laquelle elle fait les choses. Comment elle le fait ? Elle le fait avec un changement de paradigme. Aujourd'hui, quand on voit les gens qui sont rapidement convertis à l'e-commerce dans le contexte de la crise, ont pu rapidement vendre ou continuer à vendre dans un contexte difficile. Les gens qui ont proposé des solutions par rapport au contexte actuel ont pu aussi faire la même chose. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu pour la PME. Maintenant, comment le faire ? Et est-ce que ça va coûter très cher ? D'abord, il faut savoir que les outils aujourd'hui à la disposition des PME sont beaucoup moins chers qu'on le pense. Et n'a pas besoin de mettre en place des outils très complexes. Vous pensez à quel type d'outils ? Aujourd'hui, par exemple, on veut mettre en place de l'e-commerce, par exemple. Faire un site aujourd'hui e-commerce, par exemple, ça c'est un petit changement de paradigme, c'est une petite innovation, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Aujourd'hui, il y a des plateformes qui permettent de le faire à quasiment zéro coût. Donc la PME n'a pas besoin de faire un site qui va lui coûter 200 ou 300 000 dirhams pour pouvoir faire de l'e-commerce. Elle peut le faire dès demain à zéro coût. Maintenant, le vrai souci, moi je pense qui est important, c'est le conseil. Je vais peut-être juste reprendre une citation très connue de Sa Majesté Hassan II, qui, il y a 40 ans, il était en visite en France et il y a eu des journalistes français qui lui ont posé la question « Vous êtes venu en France on a dit que vous êtes venu en France pour chercher des armes. » Il leur a répondu cette phrase qui est restée célèbre, il leur a dit « Vous savez, l'homme intelligent, l'homme sage, vient d'abord chercher conseil. Les armes, on en trouve partout. » La PME, moi je pense que la question n'est pas une question d'outils. Les outils, on en trouve partout. Il faut bien être conseillé pour justement essayer de sortir de cette ornière. Encore une fois, si vous ne le faites pas aujourd'hui, à ce moment-là, vous allez être obligé de le subir dans 3 ans, 4 ans. Donc, en gros, ce n'est plus une question de choix. Le coup d'éclat, c'est tous les jours et c'est maintenant qu'il faut le faire. Exactement. Et moi, je pense, encore une fois, cette crise a prouvé ça. Ceux qui vont être résilients, c'est ceux qui vont être innovants. On ne peut pas supporter des crises successives et il y en aura. Encore une fois, moi j'ai parlé tout à l'heure d'intelligence artificielle. On ne se rend pas compte aujourd'hui de l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises marocaines. Il y a énormément de métiers qui vont disparaître. Il y a de nouveaux métiers qui vont venir. Et est-ce que nous, aujourd'hui, on est prêts pour les métiers de demain ? Et est-ce qu'on
on a trouvé des solutions. Est-ce qu'on arrivera à trouver des solutions pour les métiers du passé? C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, pour prendre un exemple, on a quand même des centaines de milliers d'emplois dans le domaine des centres d'appel. Les centres d'appel, selon toutes les prévisions, c'est un des premiers métiers qui va disparaître parce que la majorité des centres d'appel vont être remplacés par des chatbots intelligents et ça va être des outils conversationnels qui vont être beaucoup plus avancés, qui vont répondre en fait à 95% des questions d'un client. Donc ce qui va rester, c'est 5% des jobs aujourd'hui dans les centres d'appel. Les centaines de milliers de personnes qui travaillent aujourd'hui dans les centres d'appel, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça va être rapide, hein, je parle de 2025, on n'est pas en train de parler de... échéance de 5 ans, quoi. À l'échéance de 5 ans, les centres d'appel, il va y avoir 95% de casse dans les centres d'appel, dans les métiers. On a beaucoup de PME dans ces métiers de centres d'appel. Ce que je dis pour les centres d'appel est valable, par exemple, pour les centres de traitement, pour les gens qui font de la BPO. C'est-à-dire, je traite un dossier d'assurance, je traite un dossier d'un contrat du back-office. Ça, on a aussi pas mal de business là-dessus et on a pas mal de PME qui sont positionnés là-dessus. Donc, il faut vraiment être conscient que c'est des choses qui vont transformer fondamentalement le business, qui peuvent impacter de manière très importante, et ça va être encore plus lourd que cette crise de Covid. C'est-à-dire que dans 5 ans, si aujourd'hui on va peut-être perdre 30% des PME, j'ai pas de chiffres en détail, mais j'imagine que ça va être au moins dans cet ordre de grandeur. Dans 5 ans, ça va être quasiment 80% des PME si on n'arrive pas à les transformer. Ça veut dire, Zohair El Khedissi, vous êtes en train de me dire qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de vivre, la crise qu'on est en train de vivre, aussi importante qu'elle puisse paraître, n'est finalement qu'un signal faible à l'échelle de ce qui est en train de se préparer avec toute la transformation au niveau mondial qu'il y a. Il faut qu'on prenne ça comme un signal faible et donc plus l'utiliser pour prendre conscience et changer que de prendre ça comme étant la crise, la grande crise. Moi je pense que c'est une petite crise. Bien sûr, c'est une crise fondamentale sur le plan sanitaire. Il y a des gens qui sont morts bien sûr. Et c'est pas simple à vivre pour les familles, pour les malades, etc. Mais ce que j'entends aussi par là, c'est que cette accélération de la transformation digitale et de l'innovation qui se fait à l'échelle de cette crise n'a aucune mesure, n'a aucune, on va dire, comparaison par rapport à ce qui va se faire dans les prochaines années et son impact. Donc, c'est une façon de se réveiller, cette crise, pour dire, pour chaque dirigeant de PME, qu'est-ce que je suis en train de faire? Que deviendrait mon métier dans 3 ans, 4 ans, 5 ans? Comment je peux me transformer aujourd'hui pour répondre? Je reviens à ce que disait Hamza tout à l'heure. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour faire de l'innovation, pour faire de la transformation digitale, la première question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que je suis aujourd'hui et où est-ce que je veux partir? C'est ça, c'est des questions business. Dans quelle situation je suis actuellement? Dans quel état de marché je suis actuellement? Quels sont mes objectifs? Et où est-ce que je veux aller? Et en fonction de ça, je peux m'organiser pour innover, pour réinventer mon business, pour s'adapter, pour construire, pour se transformer en fonction de ces contraintes. Merci beaucoup Zohair El Khedissi. Ici Hamza Rahmani. Je rappelle que vous êtes associé de partenaire de Grow and Shine Consulting. On parle donc de transformation. Comment l'innovation peut-elle être un levier de la transformation en fait, d'une entreprise? Du moins déjà la question, est-ce que l'innovation peut être le levier de la transformation ou est-ce qu'on commence d'abord par la transformation pour arriver à l'innovation? C'est comme l'histoire de la poule et de l'œuf. On ne sait pas qui a commencé le premier, mais nous on pense que l'innovation étant le but, d'accord, la transformation c'est le processus pour y arriver. D'accord. Donc, évidemment, comme l'a souligné Zohair, il faut savoir notre point de départ actuel et quel est le schéma, la culture, l'état d'esprit, les produits, les services qu'on veut pouvoir offrir à nos clients dans le futur, dans l'horizon que chaque dirigeant va fixer pour son entreprise. Donc ça, c'est le but. Maintenant, pendant ce processus, c'est tout le processus de transformation, même si on entend beaucoup l'utilisation de ce terme transformation, etc., etc. Mais finalement, c'est un processus qui peut s'accélérer dépendamment de la situation de l'entreprise et dans l'écosystème dans lequel elle évolue. Et évidemment, ça s'accélère aussi par le fait du facteur technologique dont on a parlé, du fait que on peut avoir des concurrents qui ne viennent pas forcément du monde, du marché classique,
qu'on a l'habitude de côtoyer. Quand on est dans une entreprise, on connaît un petit peu qui sont ses confrères, on a peut-être des relations, on essaie on se partage des informations, mais quand on a un nouvel opérateur qui rentre complètement nouveau, surtout par exemple au Maroc, où beaucoup de secteurs, il n'y a pas de barrière à l'entrée, donc c'est évident que cette transformation nécessite aussi une vitesse d'exécution. Et c'est là, encore une fois, on revient à la capacité des managers à driver la dynamique et la vitesse avec laquelle, en tout cas, les discussions en interne, les échanges et la génération et l'émulsion d'idées va arriver pour pouvoir justement faire face à ces nouveaux paradigmes. Je rajouterais aussi que, toujours en lien avec la dernière question, c'est que non seulement il y a des métiers qui seront touchés par la digitalisation, mais aussi des paramètres beaucoup plus macroéconomiques, et je dirais aussi géopolitiques, entre guillemets, dans le sens où on commence aujourd'hui à entendre parler de préférences nationales, de barrières, de retour de barrières commerciales, de révision d'accords commerciaux, etc. Et là, encore une fois, c'est pour la PME, c'est aussi des éléments qui peuvent impacter directement, évidemment son activité. Il est vrai que ces tambours qu'on entend là pour le retour peut-être à un commerce un petit peu plus protégé nous rappelle une chose, c'est qu'il faut qu'on soit autonome et qu'il faut qu'on se prenne en charge finalement, et donc c'est à nous de mettre en place les mécanismes qu'il faut pour arriver à cette autonomie. Alors, une question. Donc, on est sur une évolution là de la situation. À votre avis, est-ce que cette phase par laquelle nous passons peut avoir aussi des opportunités? C'est-à-dire, je le répète à chaque fois, mais je trouve ça tellement excellent, un peu le concept chinois de la crise, avec la difficulté d'une part et l'opportunité d'autre part. Est-ce qu'on peut voir l'opportunité aussi dans ce qui se passe, et comment aider les dirigeants d'entreprise, comment décortiquer et décrypter un petit peu ce qui se passe pour essayer de voir l'opportunité, parce qu'on est souvent aveuglé par la difficulté, il y a quand même un vent de panique au sein d'une entreprise quand on se retrouve du jour au lendemain avec une activité suspendue, avec des baisses d'un pourcentage important d'un chiffre. On peut comprendre qu'il y ait au début des réactions de panique. Bon, maintenant la panique est passée, on doit affronter, on doit aller de l'avant. À votre avis, comment est-ce qu'on peut arriver à voir en fait l'opportunité, là, encore une fois? Je vais juste revenir à la dernière remarque que tu as fait avant la question, qui me paraît très importante, parce que moi je pense que sur la question de barrières douanières, etc., de toute façon, moi je pense que fondamentalement, il faut juste se dire qu'on doit, si au moins on ne peut pas avoir une préférence nationale, au moins ne pas avoir une préférence étrangère. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est plutôt une préférence étrangère. C'est-à-dire qu'on a plus tendance à favoriser un investisseur étranger, à favoriser un acteur qui vient de l'étranger, et c'est peut-être culturel, hein, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est problématique. Et je pense que, fondamentalement, tant qu'on n'a pas levé cet élément, c'est... Après, il ne faut pas aller dans le protectionnisme, parce que de toute façon, on va être impacté quand même. On est impacté aujourd'hui dans le tourisme, qui est une sorte d'export de l'image, de l'histoire et de la culture, et on peut être impacté dans l'automobile, dans l'aéronautique, dans d'autres domaines sur lesquels on a aujourd'hui quand même pas mal de rentrées qui viennent de ça. Donc il faut être suffisamment intelligent, pragmatique, il ne faut pas être dans le dogmatisme sur ces sujets, il faut vraiment être efficace dans la manière avec laquelle on fait. Maintenant, pour revenir à la question CIGM, je pense que, moi c'est ma conviction, c'est dans la crise qu'il faut qu'on trouve des opportunités. C'est pas pendant les périodes de croissance importante qu'il y a des opportunités, c'est plutôt dans les périodes de crise. Je pense que, encore une fois, il y a beaucoup d'acteurs qui l'ont montré de très belle manière dans cette phase.
On a vu des gens qui ont inventé des mesures de température, des appareils de mesure de température au Maroc. On a vu des respirateurs, on a vu des masques, etc. Moi, je pense que fondamentalement, c'est à ce moment-là où il faut se dire de quoi le futur va être fait, comment moi peux me préparer en tant que PME à ces sujets et comment je peux saisir les opportunités qui vont venir. Donc, il y a des opportunités. Maintenant, le vrai problème, généralement, d'un chef de PME, et moi, je pense que c'est là où, d'un côté, l'État doit agir et le dirigeant de PME doit agir, c'est qu'il doit être bien conseillé. Moi, je pense que le truc fondamental, c'est qu'un dirigeant de PME, il a toujours le nez dans le guidon, il est en plein dans la résolution des problèmes immédiats, il a besoin de gérer toutes les urgences, etc. Et dans beaucoup de cas, il n'arrive pas à sortir la tête de l'eau et à réfléchir sur le long terme. Et c'est là où, à mon sens, il faut qu'il y ait des mécanismes où l'État, donc peut-être à travers Maroc PME, peut-être à travers d'autres mécanismes, permettent on va dire, du conseil en innovation, en créativité, et finance une grosse partie du coût pour le dirigeant de PME pour que ça puisse se faire. Il y a aujourd'hui du conseil qui se fait en stratégie, etc. Maintenant, il faut juste trouver les bons mécanismes pour faire en sorte que le dirigeant d'entreprise soit aidé dans cette phase pour que justement il sorte la tête de l'eau, qu'il réfléchisse dans 2 ans, 3 ans, comment il peut transformer son métier et qu'il saisisse les opportunités qui sont en train de se créer. Les opportunités qui vont se créer dans ce contexte, encore une fois, moi je considère qu'elles sont immenses. Il n'y a qu'à choisir la bonne opportunité qui matche le plus par rapport à ce qu'on est comme entreprise, par rapport à ce qu'on peut devenir et qui va, d'une certaine manière, on va dire, être facilement exploitable par les moyens dont l'entreprise dispose. Donc oui, la réponse pour moi est que dans ce contexte, il y a beaucoup d'opportunités. Moi, j'ai tendance à dire que les vrais entrepreneurs sont des gens qui sont capables de voir toujours la moitié pleine du verre et non pas la moitié vide. C'est des gens qui sont capables de faire preuve de solidarité au moment où tout le monde fait preuve de panique et essaie de profiter de la crise. C'est les gens aussi qui sont capables d'aller de l'avant et non pas de voir les contraintes du présent et les subir. Donc moi je suis convaincu que les vrais dirigeants, les vrais leaders, et il y en a, heureusement, il y en a au Maroc, sont ceux qui sont vraiment capables d'être positifs, d'être solidaires, d'être innovants, d'être portés vers le futur et d'être aussi dans une logique au maximum de réunir les meilleures volontés et d'attirer les meilleurs. Moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu qui va se passer aussi. Je pense c'est fondamental. Je me permets de le dire devant. Non, mais c'est un vrai sujet de ressources humaines. Je pense que si on veut innover, il faut vraiment bien choisir les gens qu'on recrute. Il faut avoir des gens qu'on est capable aussi de recruter comme étant des futurs entrepreneurs. C'est-à-dire des gens qui peuvent être des collaborateurs aujourd'hui. Accepter cette culture, en fait. Oui. C'est-à-dire avoir des gens. Alors je vais juste là aussi faire de la citation, mais Steve Jobs par exemple, en fait, je pense, je me trompe pas, je pense que c'est lui, mais en tout cas, il avait dit que quand on recrute quelqu'un d'intelligent, c'est pas pour lui dire ce qu'il a à faire, mais pour que lui nous dise ce qu'on a à faire. Alors, c'était soit Steve Jobs, soit Jack Ma. Enfin, l'un des deux. Jack Ma, voilà. Je doute, mais en tout cas, le message est excellent, et c'est vrai qu'on doit avoir cette culture de recruter les bons et les écouter. Et les écouter, leur donner aussi la chance un peu de lancer de développer, d'innover, et puis de créer, et d'être dans cette logique du mérite et dans cet esprit positif du mérite. Je peux ajouter juste une phrase, et je termine par ça sur la partie PME. Il faut que les PME recrutent des jeunes qui connaissent la réalité d'aujourd'hui et de demain, qui sont plus aptes à comprendre les enjeux technologiques, et il faut qu'ils leur fassent confiance. Je pense que c'est fondamental. Il faut que ça se fasse sur le mérite. Il faut que ce soit avec la jeunesse. Il faut que ça se fasse aussi avec les femmes. Je suis désolé d'ajouter ça, mais c'est important. Bien sûr. Dans l'intelligence artificielle qui est en train de se faire, il y a beaucoup d'opportunités dans les métiers qui sont centrés sur l'humain, sur l'émotionnel, sur l'intelligence émotionnelle plutôt que sur l'intelligence rationnelle. Parce que tout ce qui est rationnel va être d'une certaine manière automatisé à des degrés différents. Donc l'enjeu de demain va être des enjeux. Les jobs de demain vont être des jobs plutôt portés par l'intelligence émotionnelle, plutôt
porté pour les services à la personne, pour les services humains. Et c'est là où, à mon sens, c'est fondamental de se faire entourer par des jeunes et des femmes qui sont capables d'apporter cette vision nouvelle aux dirigeants de PME et bien sûr, il faut qu'ils soient capables d'avoir l'humilité de les écouter. Je vous donne juste un exemple chez moi au niveau de l'entreprise. J'ai recruté un gars qui a 19 ans, qui est un des experts dans le domaine du marketing digital. Et d'une certaine manière, j'ai été coaché par lui. C'est-à-dire que au quotidien, j'essayais de comprendre comment ça fonctionne parce que dans une autre émission, on a reçu Hamid Belfadel, que je salue, et il a porté exactement ce même message. Il a dit, mais écoutez, prenez des jeunes qui ont 20 ans de moins que vous et écoutez-les, ça va vous offrir une projection vers l'avenir. Et c'est exactement en fait l'idée, c'est que ça permet d'avoir des gens qui vont être les décideurs de demain, qui savent ce qui se passe maintenant réellement et comment ça va se passer dans quelques années. Alors que donc vraiment cet aller-retour entre la sagesse et la nouveauté, la fraîcheur de la nouveauté. Si Hamza me permet, je vais juste dire une phrase pour terminer. Si on peut le faire en politique, ça serait mieux. Ceux qui se sont le mieux comportés dans cette crise, c'est les pays où il y avait des dirigeants, soit jeunes, soit femmes. Donc, faisons aussi dans la politique, faisons demain, ayant des ministres jeunes, ayant des responsables politiques, des jeunes et femmes, parce que c'est ceux-là qui vont être capables le plus d'aller vers l'avenir et de nous projeter vers l'avenir. Merci infiniment Zuhair El-Khdissi. On arrive à la fin un peu de notre émission et je vais vous poser une question. Plus pour l'avenir, si Hamza Rahmani, quels conseils, quelles recommandations vous donneriez aux dirigeants d'entreprise aujourd'hui sur l'innovation, sur la créativité, sur la résilience, mais sur tous les autres sujets, d'une manière globale? Est-ce que vous avez un message que vous voulez partager aujourd'hui? Alors, je pense que tout au long de notre discussion, il y a un mot-clé qui est revenu très souvent, c'est la confiance. Je pense que sans confiance, sans lien, parce qu'une entreprise, c'est aussi un système social, un environnement où il y a des liens qui se créent et des fois qui se brisent, mais en temps de crise et dans la situation qu'on vit, il y a besoin de renforcer, de créer, s'il y a des nouveaux collaborateurs, et de renforcer les liens. Et ça passe par la confiance, la pédagogie et la communication. Deuxième conseil ou recommandation, en tout cas, parce qu'aujourd'hui, quand on suit un peu l'actualité, etc., il est très difficile de faire des prévisions. Avant, on pouvait se permettre de construire des visions sur 3 ans, 5 ans. Aujourd'hui, il est très difficile de faire cet exercice-là. Et je pense le plus intéressant serait peut-être de s'orienter vers des scénarios, plutôt que vers... Parce qu'on parle d'innovation, on projette les entreprises et les dirigeants dans le futur, mais on n'a pas la certitude de ce qui va se passer dans les mois à venir. Donc je pense, en tout cas, le mieux c'est de se définir des scénarios, le scénario idéal, le pire scénario qui peut arriver, et puis un scénario intermédiaire, et en fonction de ça, piloter évidemment l'avancement de son organisation dans le futur proche. Merci infiniment Hamza Rahmani. Je rappelle que vous êtes associate partner de Grand Chain Consulting. Zuhair El-Khdissi, un dernier mot de clôture, un message, un conseil peut-être aux dirigeants? Moi, ce que je dirais, et je partage parfaitement ce que dit Hamza, je pense que l'expert qu'il est en ressources humaines a pratiquement résumé tout, mais si j'ai juste à ajouter quelque chose, je dirais que moi je suis ingénieur de formation. L'ingénieur ne sait pas gérer l'incertitude. Il a appris à gérer, à rendre certains des systèmes incertains ou à schématiser dans des formules la réalité. La réalité, malheureusement, elle n'est pas comme ça. Je pense que les leaders doivent d'abord être des gens qui sont portés sur l'humain. Je pense que fondamentalement, si l'entreprise n'est pas construite autour et avec l'humain, et elle va avoir du mal à être justement résiliente, à être innovante et à aller de l'avant. Donc si j'ai un conseil, je vais peut-être terminer en disant ça. Je pense qu'il faut qu'on centre tout ce qu'on fait sur la science, la technologie et l'innovation.
On ne peut pas se développer en tant que ni que société, ni qu'entreprise, ni que société si on n'est pas basé sur ça. Il faut se centrer sur sur l'éducation et la santé, parce que c'est les métiers de l'humain. Et il faut centrer sur des valeurs, et je rejoins ce que disait Hamza, sur des valeurs de confiance, de collaboration, de solidarité, si on souhaite aller de l'avant. Donc si j'ai à résumer, je dirais il faut que le dirigeant d'entreprise, le dirigeant de PME soit fondamentalement humain et essaie de gérer avec l'humain au centre, l'humain qui peut être son collaborateur, l'humain qui peut être son client, l'humain qui peut être son partenaire. Et c'est comme ça qu'on pourra passer, à mon avis, cette phase de crise et qu'on peut innover pour aller de l'avant. Merci infiniment, Zohail Khissi. Je rappelle que vous êtes CEO de Dial Technologies, Management Board member du World Summit Awards, membre du bureau de l'APEBI et vice-président du Maroc Numérique Cluster. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. On vient de passer une heure très agréable, très riche en partage, en bonnes pratiques et en expertise. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc à la fin de cette émission dédiée à la PME et surtout à la résilience et à l'innovation comme voie de survie et de transformation. Nous vous invitons à rejoindre les halls d'exposition, à visiter les différents stands, à échanger, discuter avec les différents experts et puis surtout à constituer votre boîte à outils de la reprise. Vous pourrez d'ailleurs retrouver les stands de Grow & Shine et le stand de Dial Technologies parmi les experts exposants. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. À très bientôt. Merci beaucoup. Se dépasser pour relever de nouveaux défis. BMCE Bank of Africa devient Bank of Africa.